tranche de vie, une émission proposée par JF. Auditeurs de tranche de vie, aujourd'hui nous allons parler de skateboard. Je pense que tous ceux qui ont entre un peu moins de 60 ans savent ce que c'est que la planche à roulettes et ont probablement une fois ou l'autre essayé cet engin. Et la personne qui va nous en parler est parfaitement capable de le faire puisqu'il s'agit de Jérôme qui anime une association qui s'occupe justement d'initier les jeunes à l'usage du skateboard. Mais avant d'entrer dans la description de ses activités, de l'activité de son association, je voudrais que Jérôme nous donne quelques aperçus historiques sur le skateboard. Jérôme, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez rapidement retracer un petit peu l'historique de la planche à roulettes ? Bonjour. Alors le skateboard, ça vient des États-Unis, plus particulièrement de la côte ouest de la Californie. Le skateboard sous sa forme moderne, on va dire, puisque ça a été dérivé, c'était un jouet à la base, qui a été dérivé de l'ancêtre de la trottinette en fait. Donc au départ c'était des planches, vraiment de la planche de bois, avec il y a eu des roues en métal, il y a eu des roues en argile, il y a eu tout un tas d'innovations techniques pour arriver au skateboard qu'on connaît aujourd'hui, plus contemporain, dit moderne. Qui est dans la pratique est né en Californie suite à une période de sécheresse en fait et d'un été sans trop de vagues. Les surfeurs ont cherché d'autres moyens de glisser et pendant cette période, donc c'était début des années 70, milieu des années 70, les grosses périodes de sécheresse en Californie, les gens qui avaient des piscines ont été forcés de les vider. Et il se trouve que les piscines en Californie sont construites avec un procédé antisismique, c'est-à-dire qu'elles sont rondes, entièrement rondes, il n'y a aucun angle. Et les skateurs de l'époque se sont jetés là-dedans et ont inventé tous les mouvements qui composent le skate d'aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on appelle le ballboard. Alors c'est ce qu'on appelle les pools, plus précisément, c'est les piscines. Donc ça revient très fort. Des pools, donc ces formes arrondies, de ces pools sont nées les balls, effectivement. Les rampes, donc ce qu'on appelait la verte, les rampes verticales, les half-pipes, et puis par la suite les balls, effectivement. Voilà. Alors on est passé à ça, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, l'engin a subi toutes sortes de modifications qui l'ont rendu de plus en plus performant et qui l'ont adapté aux différents styles, aux différents usages qu'on pouvait en faire. Ouais, c'est exactement ça. Donc dans les années 70, c'est pas compliqué, il y avait 3 types de planches. Il y avait vraiment les jouets purs et durs, ce qu'on a tous connu enfant, les petites planches en plastique pointues qu'on appelle maintenant des cruisers, qui reviennent aussi un petit peu à la mode chez les jeunes. Il y avait les planches qui étaient moins déjouées, qui étaient plus pratiquées par, on va dire, les pratiquants purs et durs, donc qui étaient plutôt plates, relevées que d'un côté, pointues de l'autre, avec des grosses roues pour rouler un peu sur tous les types de terrain. Et puis par la suite, ça a évolué. Les planches se sont élargies, les roues sont restées grosses jusqu'au milieu des années 90. Les planches se sont mis à rétrécir aussi. À partir du moment où la pratique est devenue plus acrobatique, plus technique, ce qu'on appelle des flips, où la planche a commencé à tourner un petit peu dans tous les sens, où il a fallu sauter pour aller glisser sur des obstacles, les planches et les roues se sont mis un petit peu à rétrécir pour faciliter toutes les rotations de la planche, justement. Alors, ceci associé à l'utilisation de l'uréthane, je crois, comme matériel des roues et des roulements à billes, ouais. Monté sur ce qu'on appelle un truck. Les trucks, tout ça a amené les skateboards modernes qu'on connaît et qui permettent toutes sortes de choses, mais qui permettent quoi ? Qui permettent d'exercer un sport ou qui permettent d'exercer un art ? J'ai envie de dire que c'est à chacun
à chaque pratiquant sa perception. Il y en a qui sont très compétitifs, qui vont faire, là ce week-end par exemple, il y avait une étape des championnats de France à Nantes. Donc là, quand on voit les jeunes, le temps qui passe avant de parler de sport, avant de parler d'art, effectivement, on va parler de passion, parce que les jeunes passent des heures et des heures sur leur skate à s'entraîner. Donc quand on en voit certains qui font que ça, sont vraiment des athlètes. Donc il y avait une fédération, il y a des compétitions, il y a tout un tas de choses. Donc on peut vraiment parler de discipline sportive. Après, c'est aussi un art de vivre même, je dirais, parce que quand on commence à plonger là-dedans, on pense plus qu'à ça, on voit vraiment les choses différemment. Quand on visite une ville, on la voit différemment d'un touriste ou d'un piéton lambda. Enfin, c'est vraiment tout un cheminement mental, j'ai envie de dire. Vous voulez dire qu'on voit une ville en fonction des possibilités qu'elle peut offrir à l'exercice du skate? Ouais, absolument. On va percevoir l'architecture. Escaliers, trottoirs. Ouais, voilà, les trottoirs, les escaliers, un petit bout de mur qui est incliné, une rampe qui court le long d'une marche. Un touriste lambda, la rampe, la rambarde d'escalier, il va la voir comme un appui, soutien pour monter ou descendre. Un skater ou un BMXeur ou un rider qui fait du roller, il va la voir comme un élément roulable, quoi, comme un obstacle, un terrain de jeu en fait, voilà. Alors, vous avez parlé, évidemment, vous avez parlé de pratiques quotidiennes et prolongées. Bien sûr, ça c'est ce qui sous-tend toutes les pratiques sportives ou artistiques, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner régulièrement et longtemps. Mais vous avez parlé également de culture. Alors, comment se fait-il que, vous avez évoqué la naissance du skateboard dans les milieux des surfeurs qui s'ennuyaient, parce qu'il n'y avait pas assez de vagues, mais comment se fait-il que cette pratique, la pratique de ce sport et de cet art, a généré aussi une culture associée qui s'exprime dans les vêtements, dans l'audition de certaines musiques, etc. Ouais, alors même au-delà de parler de culture, on va peut-être même plutôt parler de contre-culture. Parce qu'avant tout, c'est associé quand même à un mouvement, un petit peu de rébellion. On va aller rouler là où on n'a pas le droit, on va détourner l'usage de la ville, de l'architecture. Donc on prend les choses un petit peu à contre-courant. Effectivement, ça a toujours été accompagné de courants musicaux, comme le mouvement punk dans les années 70, le hip-hop par la suite. Bon, maintenant c'est très élargi, les jeunes ils écoutent absolument de tout. Donc c'est très lié à tous ces mouvements aussi, à la musique parce que les jeunes skateurs à l'époque faisaient aussi souvent beaucoup de musique dans un groupe de punk, dans un groupe de hip-hop, des choses comme ça. Puis dans les vidéos, il y a l'image aussi qui est très importante dans ces pratiques-là. Parce que c'est une façon d'apprendre. Alors bon, maintenant il y a Internet, mais ne serait-ce que moi, il y a 30 ans, c'était des cassettes VHS qu'on se recopiait de copain en copain et qu'on se repassait au ralenti, à l'endroit, à l'envers, pour bien étudier les figures, parce qu'on ne savait pas exactement comment faire. Il n'y avait pas de prof à l'époque, il n'y avait pas autant de skateparks, il n'y avait pas Internet avec toutes ces vidéos qui sortent maintenant tous les jours. Et sur ces vidéos, à chaque fois, il y avait une bande sonore. Donc ça a toujours été très lié, le skate et la musique. Et en plus de ça, il y a aussi le côté graphique. Les planches, elles ont toujours été décorées par des illustrateurs, par des dessinateurs. Alors ces dessins qui ont été après transposés sur des t-shirts, sur des autocollants, enfin voilà. Donc ce qui a découlé après toute l'industrie textile, les marques de skate, de glisse qui font des t-shirts, des sweats, des habits et toute la mode qui en découle après. Donc tout ça est effectivement très, très lié, quoi. Donc tout ça, c'est l'expression de cette sorte de contre-culture qui commence par une réappropriation de l'espace urbain, mais pour un usage particulier, et puis qui ensuite s'exprime à travers un certain nombre de modes d'expression particuliers, graphiques en particulier, et puis aussi vous l'avez dit, par l'image. Mais est-ce que dans le cas de l'image ou de la filmographie, de la vidéo, il n'y a pas eu une espèce de récupération commerciale de ce mouvement? Si, bien sûr, de plus en plus. À partir du moment où c'est populaire, où ça plaît à beaucoup, la mode s'inspire beaucoup, mais beaucoup. Il y a même des défilés de mode où on voit maintenant des personnes défiler en skate, quoi. Il y a Dior ou Chanel
qui a sorti un skate revêti tout de cuir avec des espèces de chaussures incrustées dedans. Enfin oui, il y a une énorme récupération dans la publicité, dans la mode, dans plein de choses, dans le cinéma. Ça c'est pas trop surprenant dans la mesure où les grandes marques comme Gucci ou Dior ou Prada griffent par exemple les kéfiers qui sont utilisés en Arabie Saoudite. Voilà, par exemple aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques pistes sur la mode associée à la pratique du skateboard? J'ai lu qu'il y avait deux grandes familles, la famille des slims et puis la famille des baggy. Ouais, alors alors c'est plus des périodes que des familles. C'est comme les skates, tout comme les skates ont évolué techniquement, les modes allaient avec. C'est-à-dire que dans les années 70-80, c'était très californien. Donc les planches étaient larges, les roues étaient grosses, on s'habillait avec des choses plutôt flashy, très colorées, fluo même, voilà. Ensuite, il y a eu la période baggy, effectivement. Donc ce qu'on appelait les baggy, c'était les pantalons extra larges. À l'époque, les planches avaient rétréci. Et les roues étaient toutes petites, à peine plus grosses que les roulements. Donc ça, c'était grand pantalon, petite roue. Voilà, c'est ça, exactement. Et depuis quelques années, alors après, ça a été un peu plus le côté technique, sportif, et puis peut-être avec le hip-hop aussi. Donc là, on a été plus sur des grosses baskets. Les roues ont commencé à regrossir un petit peu, les planches à s'élargir, et puis on pouvait skater en survêtement, des bardeurs. Enfin, c'était un peu plus athlétique, on va dire. C'était faciliter. Il y a aussi l'histoire de faciliter l'aisance du mouvement, quoi, qu'il ne faut pas être non plus gêné. Et depuis quelques années, puis après, bon, c'est la mode, hein, c'est tout le temps cyclique. Et depuis quelques années, c'est le slim qui est à la mode. Donc les pantalons se resserrent, alors que les planches et les roues se réélargissent. Les pantalons se resserrent, effectivement. Les jeunes commencent à écouter peut-être un peu plus de rock, peut-être que c'est lié aussi. Est-ce qu'il y a des musiques qui sont liées à ces styles vestimentaires? Oui. Les jeunes qui vont écouter du hip-hop, ils vont être en grosse basket et survêt, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ou des choses un peu plus légères, un peu plus techniques, des vêtements un peu techniques de marque type sportif, quoi, vraiment. Et puis, alors que les slims, c'est plutôt rock, métal. Oui, ça pourrait, mais maintenant les jeunes, ils aiment de moins en moins les étiquettes. Donc, enfin, ça a toujours été, mais ils se diversifient autant dans la pratique, c'est-à-dire qu'ils vont aussi bien faire du street, du skatepark que de la rampe ou du bol. Avant, c'est vrai qu'il y avait les ramp riders, les skateurs qui pratiquaient que de la courbe, que de la rampe ou du bol, et les streeters qui faisaient que des éléments qui ressemblent à la rue. La création de nombreux skateparks a réussi à mélanger un peu tout ça, puisqu'on commence à avoir des skateparks sympas de plus en plus partout, sauf par chez nous malheureusement. Donc tout ça a permis un joyeux mélange, beaucoup plus de tolérance, moins de clivage, donc pas plus mal non plus comme évolution. Alors à propos de tolérance, on voit de moins en moins de jeunes pratiquer le skate dans la rue, en tout cas dans certaines villes. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe en Californie, mais si j'en juge par ce qui se passe à Périgueux, maintenant ils ont été, on pourrait dire presque ghettoisés dans les skateparks. C'est ça. Alors quand je parlais de tolérance entre les pratiquants. Effectivement, le skate est toujours plus ou moins bien vu, même si c'est récupéré par la pub, le cinéma et compagnie. À partir du moment où des municipalités investissent dans un skatepark, dans une structure, d'ailleurs c'est bien souvent parce qu'il y a un problème de pratique en ville, que ça cause des soucis de nuisance, parce que ça fait du bruit, parce que ça dégrade le matériel urbain, ce qui est vrai, il n'y a pas de souci. Donc à partir du moment où les mairies investissent dans un skatepark, il arrive souvent qu'elles interdisent la pratique dans la rue, et par le biais d'arrêtés municipaux, préfectoraux, d'amendes même, ça arrive, de confiscation de matériel et de poursuites parfois. Est-ce que quand on est un skateboarder confirmé, on est forcé d'écrire sur les murs? D'écrire sur les murs, non. Pas particulièrement, non. Il y a de peindre? Non, pas du tout. Non, il y en a qui font et du skate et du graffiti ou du tag, mais c'est pas une majorité du tout, non.
Ce sont des disciplines qui sont assimilées toutes aux cultures urbaines, que ce soit le skateboard, le BMX, le roller, le graffiti, la danse hip-hop, le parcours, ce genre de choses. Mais c'est pas pour autant que la majorité vont tout pratiquer en même temps. Mais malgré tout, vous confirmez qu'il y a une espèce de porosité entre toutes les pratiques de ce qu'on appelle les cultures urbaines. Ouais, alors les cultures urbaines, c'est une grosse case dans laquelle on met toutes les disciplines et pratiques qui peuvent se pratiquer dans la rue, clairement. Après, il y a des jeunes qui s'intéressent, c'est comme dans tout, hein, il y a des jeunes qui s'intéressent à plusieurs disciplines, qui vont pratiquer plusieurs choses en même temps, ou qui vont peut-être en arrêter une pour en faire une autre. Et il y a des jeunes qui vont rester centrés sur le skateboard, ou que sur le graffiti, ou que sur la musique, et puis les autres choses vont pas forcément les intéresser, quoi. Alors, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Hein. Est-ce qu'il y a une francisation du vocabulaire qui est écrasé par évidemment le vocabulaire anglais-américain, ou est-ce que vous exprimez majoritairement qu'il s'agisse de la technique, qu'il s'agisse des équipements, avec des noms qui sont inspirés du matériel originel des États-Unis? Alors ça reste aussi bien les termes techniques de figure que d'obstacles, ça reste quand même majoritairement des anglicismes. Voilà, ça on garde et on copie ce qui nous vient des États-Unis, quoi. Il faut dire que les traductions sont pas toujours très heureuses non plus, quoi. Ouais, donc oui, c'est vrai que... voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de figures au moins élémentaires? Alors oui, la première figure, c'est quand on essaye de sauter avec la planche, c'est le ollie. Oui. Donc alors là, l'ensemble des figures, c'est les tricks. Oui, c'est ça. Une figure, c'est un trick. Ça veut dire, un tour. Voilà, un tour, exactement, c'est ça. Donc on dit un trick, des tricks. La figure de base, c'est le ollie. Alors le ollie, c'est quand on va réussir à faire élever la planche et rester dessus. Donc soit pour monter, soit pour descendre, soit pour franchir un obstacle. Là, le terme, il vient tout simplement du nom de la personne qui l'a inventé. Voilà. Ensuite, la figure qui vient après, c'est le flip. Après, il y a tout ce qui est rotation. Là, on va parler en degrés, donc 180, 360, 540. Donc là, on le dit en français, bien souvent, hein, chez nous. Et après, il y a tout plein de déclinaisons. Les combinaisons de figures sont infinies. On peut faire... alors après, il y a les grinds, les slides. Donc là, c'est quand on va venir glisser sur un obstacle, soit avec la partie en bois, soit avec la partie métallique du skate. Et par exemple, on peut faire un flip grind. On peut faire un flip avant d'aller faire un grind, un flip en sortant du grind. Donc il y a tout un tas de combinaisons. On peut y mettre des rotations. On peut faire en switch. Alors le switch, c'est quand par exemple, si vous êtes droitier, et que vous allez écrire de la main gauche, et là c'est pareil. Si normalement on roule et qu'on va gratter la planche avec son pied droit par exemple devant, et là on peut aller essayer de le faire dans le sens inverse. On met le pied droit derrière et on va essayer de gratter les figures avec le pied gauche. Voilà. Et après on peut aller en faki, c'est-à-dire en arrière. On peut rester dans le même sens et au lieu de faire un ollie, donc avec le pied arrière, se mettre le poids sur le pied avant et faire un nollie. Donc le nollie, c'est le nose ollie. Alors le nose, c'est l'avant de la planche, le tail, c'est l'arrière, donc ça veut dire queue et nez tout simplement. Donc les combinaisons de figures sont vraiment infinies et ça évolue, ça continue encore d'évoluer. Et donc les combinaisons de noms, voilà. Alors est-ce que tout ça est codifié, puisque vous me dites il y a des compétitions régulièrement, même au niveau national. Alors tout ça est régulièrement codifié. Est-ce qu'un jour on peut imaginer que le skateboard fera partie des disciplines olympiques? Alors, c'est codifié, puisque les noms des figures sont les noms de figures. Il y a même des personnes assez radicales qui veulent qu'on l'appelle comme si telle figure comme ça et pas autrement. Donc des fois ça bataille un peu, notamment sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, des choses comme ça. Quant au skate, aux Jeux Olympiques, ça fait des années qu'on en parle, enfin qu'on en entend parler. Moi, j'en parle pas spécialement, mais ça fait des années qu'on en entend parler. Ça devait être en démonstration au dernier JO. Je sais
Ça n'a pas été fait. Je ne sais pas trop où ça en est. On entend parler d'équipes olympiques aux États-Unis. En France, pas vraiment. Après, il y a un réel débat. Est-ce que ça a sa place? Est-ce que ça n'a pas sa place? Encore une fois, c'est une question de perception. Est-ce qu'on veut en faire un sport? Il y a des pratiquants qui sont vraiment qui font que ça, c'est leur profession. Donc ils ont des entraînements physiques, des entraînements techniques. Vraiment, ils vivent que pour ça. Il y en a pour qui ça restera qu'un simple jeu, une passion, un moyen comme un autre de se détendre et de s'amuser. Voilà, je crois que c'est une histoire de perception. Après, moi, je suis pas spécialement pour. Après, on voit depuis des années, le gros changement, ça a été quand, je vais citer une marque, je suis désolé, mais quand Nike a réussi à rentrer dans le jeu du skate. C'est-à-dire qu'ils ont essayé plusieurs fois en montant des marques qui portaient un autre nom, qui ont été complètement boycottées. Et puis il y a quelques années, il n'y a pas loin de 10 ans peut-être maintenant, non un peu moins, ils ont lancé des modèles de chaussures sous la marque Nike. Et puis là ça cartonne, hein. Je dirais que 6 pratiquants sur 10 portent une paire de Nike. Adidas a mis le pied là-dedans aussi. Donc peut-être qu'à partir du moment où des grands groupes, des grandes marques sportives comme ça rentrent dans le jeu, peut-être que ça va dans le sens des JO, effectivement. Après, c'est, à mon avis, une histoire de business, quoi. D'accord. Alors, il y a une évolution de la pratique du skate, quand même, vers les pratiques un peu extrêmes, qui en sont dérivées directement, comme le kitesurf, par exemple. Est-ce que ça, c'est une tendance qui vous paraît une bonne chose, naturelle? Oh, ben, y a plein de choses qui se sont dérivées. Par rapport au skate, il y a le longboard, on en voit de plus en plus. Pour ne pas mentionner non plus le snowboard. Voilà, le snowboard évidemment, le mountain board pour faire dans l'herbe, le kitesurf, tout un tas de choses. Après tout, le skate a été dérivé du surf, donc d'autres choses commencent à dériver. Je pense que ce que recherchent les gens, c'est une sensation de glisse qui procure quand même une grosse sensation de liberté, puis une sensation très grisante. Donc quel que soit après le moyen, l'important c'est ce qu'on en fait, quoi. C'est la façon de ressentir la chose. Avant de passer à l'évocation de votre travail d'animateur et de ce que fait la Wallboard Family, l'association que vous animez, est-ce que la pratique du skateboard, c'est quelque chose de coûteux? Ou qui peut être coûteux? Ouais, ça peut, c'est ce que j'allais dire, ça peut. On peut très bien pratiquer avec du matériel. Pour le skate en lui-même, c'est bien d'avoir du bon matériel quand même. Après, on n'est pas obligé d'acheter une paire de Nike à 100 €, le dernier jean de telle marque à 100 € aussi, et ainsi de suite, parce que ça va très très vite. La récupération par les marques fait aussi partie de ce côté commercial que vous évoquiez tout à l'heure, quoi. Oui, mais pas que ces grosses marques, hein, même les petites marques de skate, de marques spécifiquement skate, de chaussures ou autres, ils font leur beurre là-dessus, hein. C'est une industrie, hein, clairement. Mais après, tous les produits dérivés autour. Oui, c'est ça, exactement. Le principal, c'est une bonne planche. Quand je dis planche, c'est complète, hein, avec les trucks, les roues, tout ça. Et quand même une bonne paire de chaussures, parce que c'est important, on peut vite se faire mal aux pieds. Après, le reste, c'est du superflu, quoi. Alors, venons-en maintenant à vous. Vous êtes tombé dedans à quel âge? Tardivement. Ça m'a intéressé très jeune, mais je me suis mis à pratiquer, je devais avoir 15 ans, 16 ans, donc pas si tôt que ça, quoi. Mais par contre, après, ça m'a pas lâché, j'en ai eu 39 hier, et voilà. Vous continuez. Mais alors, ça veut dire que des jeunes, des garçons beaucoup plus jeunes que l'âge auquel vous avez commencé, peuvent commencer à pratiquer le skateboard. Les jeunes que vous encadrez dans Wallboard Family, ils ont quel âge? Alors nous, on prend les enfants à partir de 6 ans. Voilà, donc on a des jeunes de tous âges. On fait même des créneaux spéciaux parents-enfants les jeudis soirs. Puisqu'on avait depuis quelques temps qu'on a notre école de skate, on avait quelques papas qui amenaient leurs enfants et qu'on voyait rêver en haut de la mezzanine là, et en discutant, qui nous confiaient qu'ils aimeraient bien s'y mettre ou s'y remettre, puisque c'est des fois des papas qui en ont fait plus jeunes.
Donc on a, oui, les plus jeunes, ils doivent avoir 5 ans et demi, 6 ans. Après, c'est une question de développement moteur, donc de motricité, et par rapport aux cours d'attention aussi, parce que c'est des cours collectifs. Donc il y a aussi bien des petits que des adolescents. Donc nous, on prend les enfants qu'à partir de 6 ans ou 5 ans et demi, si au niveau psychomoteur et attention, ils sont bien développés, quoi. Votre expérience vous permet de voir ce que la pratique du skate peut apporter aux enfants. Alors, qu'est-ce que c'est de quel ordre? Est-ce que c'est de l'ordre de l'équilibre? Est-ce que c'est de l'ordre des réflexes? Ouais, alors il y a vraiment tout un tas de choses. Il y a vraiment tout ce qui est physique, donc psychomotricité, équilibre, force aussi, puisque pour aller faire les figures, on va demander de plus en plus d'amplitude, de plus en plus d'efforts. Donc ça, voilà, ça c'est les qualités principales qui sont développées. Et ensuite, persévérance, goût de l'effort, faut aimer tomber, se faire mal. Souvent on se fait mal, faut aimer recommencer pour réussir. Donc il y a tout un tas de qualités physiques, mais autant physiques que mentales, quoi, j'ai envie de dire, qui sont et nécessaires à la pratique et que la pratique permet de développer. D'accord. Et alors, vous avez combien de clients et depuis combien de temps est-ce que la famille de toutes les planches existe? Alors, l'association, elle existe depuis 98. Donc l'association, elle est née en 98, je disais, d'un groupe de pratiquants qui pratiquaient dans la rue, qui se faisaient chasser par la police municipale. Et tout simplement, la police municipale de l'époque nous a clairement dit qu'ils en avaient marre de jouer à cache-cache avec nous et qu'on devrait faire une pétition, monter une association pour demander un skatepark à la ville de Périgueux. On les a pris au mot, c'est ce qu'on a fait. Le skatepark a mis du temps à arriver, mais il est arrivé quelques années après. Et actuellement, on a une centaine d'adhérents à peu près. Ce chiffre, il a été boosté depuis qu'on a un lieu d'accueil et de pratique, parce qu'au début, les jeunes ne voyaient pas forcément l'intérêt d'adhérer à une association alors qu'ils pratiquaient dans la rue, alors qu'ils avaient un skatepark, qu'ils n'avaient pas besoin de faire partie de quoi que ce soit. Et c'est aussi ce qui différencie des autres disciplines sportives, c'est qu'on n'est pas obligé de faire partie d'un club, d'aller aux entraînements de telle heure à telle heure, d'avoir tel équipement, d'avoir ci, d'avoir ça. D'aller faire des matchs tous les week-ends, voilà, c'est vraiment très libre de ce côté-là. Et depuis qu'on a pu avoir un local, donc c'est-à-dire il y a 4 ans maintenant, on tourne autour d'une centaine d'adhérents par an, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment lié au lieu, quoi. Alors justement, pour le lieu, vous êtes implanté à Chamiers. Est-ce que vous considérez que votre association a une fonction sociale? Oui, moi j'en suis persuadé, parce que depuis des années, en fait depuis 2002, on intervient dans ce qu'on appelle la politique de la ville, les contrats urbains de cohésion sociaux, ça a porté un autre nom d'ailleurs, je crois. L'idée c'était toutes ces pratiques-là, que ce soit le skate, le roller, tout ça, au début de l'association, c'était vraiment le but. C'était développer cette pratique, avoir des structures qui nous permettent ces pratiques-là. Et d'année en année, toutes ces pratiques-là, elles sont devenues de simples supports pour développer différents projets, alors sportifs, culturels, socioculturels ou sociaux. Donc on fait beaucoup d'actions dans les quartiers, à l'attention des jeunes des quartiers. Là par exemple, toute cette semaine, et puis à chaque période de vacances scolaires, on fait tous les matins des ateliers pour les enfants des quartiers qui partent pas en vacances ou qui vont pas dans les centres de loisirs. Donc soit on les accueille, soit on va au pied des immeubles avec le camion, avec un petit skatepark, quelques petits modules dans le camion, les skateboards, les protections, et puis on les fait rouler en bas des immeubles, ou alors ils viennent au hangar. Là ce matin j'avais 30 jeunes de Périgueux, du Gourdelarche, Boulazac, voilà. Donc oui, pour nous c'est un support privilégié pour développer des projets sociaux, mais pas que, quoi. Jérôme, il est l'heure de nous quitter. Merci infiniment de nous avoir fait partager votre passion, et peut-être à une autre fois pour développer encore toutes ces choses sur l'art du skateboard. Avec plaisir, et merci beaucoup à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.